Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Atari, l'émission vidéo de Criticat, dernier épisode de 2022 aujourd'hui, consacré à Avatar, la voix de l'eau de James Cameron. Pour aborder le film, je suis avec deux rédacteurs de la revue qui avaient notamment co-signé en septembre une table ronde autour de l'héritage du premier Avatar avec Corentin Lay. Adrien Mitterrand, bonjour. Salut Marin. Josué Morel, salut. Bonjour Marin. Josué, je me tourne vers toi pour commencer. C'est toi qui as signé le texte sur le film dans Criticat. Peut-être qu'on peut commencer par aborder dans ce qu'il y a d'intrinsèquement nouveau dans cette suite d'Avatar par rapport au premier, qui est le HFR, donc High Frame Rate, cette technique qui consiste à tourner non plus uniquement en 24 images par seconde, mais en 48 images, voire en 60 images par seconde. Donc moi, le HFR, c'est un outil qui n'est pas nouveau. Peter Jackson en avait fait le cœur technique de sa trilogie du Hobbit, et c'était avec des résultats disons pas forcément très réussis, ce qui donnait un sentiment peut-être de réalisme, mais plus sur le côté décor carton-pâte, enfin un côté un peu parc d'attractions, voire si on est méchant Kermesse du village, moi que j'avais ressenti devant le premier Hobbit à l'époque. Et puis ensuite ça a été utilisé avec un peu plus de réussite par Ang Lee dans deux films, Billy Lynn et puis Jiminy Man, qui était tourné à 120 images par seconde, qui est un film qu'on a plutôt défendu, notamment pour voilà, une pure question de sidération visuelle du mouvement dans le film, qui était très, très étonnant. Voilà, Josué, peut-être repartons de cette question du HFR dans Avatar et la voix de l'eau. Non, mais c'est intéressant même de revenir au Hobbit, parce que je me souviens avoir vu seulement le premier en 48 images par seconde, et c'est vrai qu'il y avait cette espèce d'effet d'étrangeté très étonnant, puisqu'on retrouvait un cadre qui était celui des films en fait du Seigneur des Anneaux, vraiment les blockbusters des années 2000, mais avec cette impression que tout était devenu une forme de parc d'attraction. Mais il y avait 2-3 plans qui étaient incroyables. Et je me souviens notamment d'une balade nocturne à cheval sous la pluie. Et comme il y avait 2 fois plus d'images, on voyait 2 fois plus vraiment de traits de pluie s'abattre sur l'écran. Et j'avais eu la sensation de voir pour la première fois la pluie de cette manière. Et c'est quelque chose d'intéressant, parce que dans Jamais Nyman, qui lui est tourné en 120 images par seconde, il y avait aussi cette sensation de profonde étrangeté, de profond dépaysement. Et là encore, ça tournait aussi beaucoup autour de l'eau, de passage aussi d'un état aqueux à un état solide, des effets de fontaine. Enfin voilà, c'était un motif qui revenait beaucoup. Et donc il y avait une forme d'évidence quelque part à ce que Cameron s'empare du HFR pour, comme le titre l'indique, la voix de l'eau, donc pour visiter une partie de Pandora qui serait ouvertement plus aquatique. Et en même temps, c'est intéressant parce que le film s'empare du HFR, mais d'une manière assez différente, puisque contrairement à Peter Jackson et contrairement à Ang Lee, Cameron fait le choix d'un HFR, disons, composite. C'est-à-dire que d'un plan à l'autre, on va être en 24 images par seconde, 48 images par seconde, voire 60 images par seconde. Il faut préciser tout de même que là, je parle des conditions de production, mais il me semble que dans la majorité des cinémas en France, le film n'est projeté en fin de compte que de 24 à 48. Alors pourquoi il fait ça ? Moi je pense que la première raison, et ça dit quelque chose de très net sur la manière dont Cameron envisage le cinéma et plus largement le numérique, les effets spéciaux, etc., c'est qu'il veut gommer en fait un peu l'aspérité du HFR. Il considère que dans des plans de dialogue, des plans statiques, des champs contre champs, le HFR ne se justifie pas, et c'est vrai que c'est des plans notamment du Hobbit qui étaient très vilipendés pour ça, parce qu'il y avait un côté presque telenovela, ou enfin une espèce d'une hyper netteté du numérique qui aurait quelque chose d'un peu disgracieux, d'autant plus que la moitié des personnages arboraient des pifs en latex, etc. Enfin, c'est vrai que ça pouvait créer dans le film de Jackson quelque chose d'un peu monstrueux. Et en même temps, je pense que ça dit quelque chose d'intéressant chez Cameron, c'est que ça reste fondamentalement un cinéaste qui, de film en film, poursuit un horizon qui serait presque de l'ordre de l'avant-garde. Quand on voit les effets spéciaux de Terminator 2 ou les morphings de Titanic, qui consistait à fondre dans une même image la carcasse filmée du Titanic avec sa reconstitution numérique au début du XXe siècle. Tous ces effets-là s'inscrivaient en fin de compte dans un cadre narratif plutôt consensuel, c'est-à-dire le récit classique hollywoodien, et des films d'ailleurs qui ont été des monstrueux succès au box-office. Donc il y a cette dimension-là, je pense, de vouloir presque quelque part rendre l'avant-garde consensuelle, si on veut dire les choses ainsi. Et dans le même temps, il en fait vraiment un pur outil de mise en scène.
dans ce film-là, puisque pour la première fois, justement, on va passer d'une vitesse à une autre de défilement d'images, on va passer du 24 à du 48 images par seconde, et c'est pas seulement mu pour des raisons techniques, qui serait donc par exemple de passer d'une scène statique à une scène en mouvement, de passer de quelque chose d'intimiste à une scène d'action beaucoup plus frénétique qui impliquerait un doublement des images qu'on voit à l'écran. Ça passe aussi sur une idée de traversée du miroir en fait. Et là on revient je pense complètement à la logique du premier film qui nous montrait donc un personnage humain, handicapé, qui tout d'un coup devenait, par le truchement d'un avatar, c'est-à-dire d'un Navi fabriqué dans un laboratoire, une créature de 2 mètres, extrêmement agile, extrêmement rapide, qui découvrait la nature. Donc il y avait cette idée comme ça de passer d'un monde à l'autre, d'un corps à l'autre, et là il va le faire par le truchement du HFR. C'est-à-dire qu'en passant de 28 à 48 images par seconde, on a la sensation d'un dépaysement, de découvrir et de toucher des éléments, la nature, des espaces, comme on ne l'a jamais eu. Et je pense que c'est fondamentalement ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire une espèce d'émotion originelle, primitive de la première fois. Oui, et d'ailleurs, c'est ce que Cameron s'évertue à faire dans nombre de ses films, et ce qui réussit peut-être le mieux, hein, qui est de faire surgir des nouvelles technologies en rendant visible ce surgissement, notamment en confrontant cette technologie à quelque chose qui lui est différent. Par exemple, c'est vrai que l'opposition des deux Terminator dans Terminator 2, la créature en animatronique, la créature en image de synthèse, et c'est ça qui est saisissant, c'est ça qu'on retient. Il faut un point de référence pour qu'on voit la bascule. Ouais. De la même manière que dans Avatar, il met en scène l'entrée dans cette jungle, et la 3D est là pour, on va dire, appuyer l'altérité de ce nouvel environnement par rapport à ce monde de machines d'où il vient. Donc ça permet d'appuyer le récit, et il utilise la technologie de cette manière-là aussi dans Titanic. Ce qu'on retient, c'est ce morphing, on va dire ce retour de la carcasse qui redevient le bateau, les morts qui reprennent vie. C'est l'idée de changement, de transition, de fluidité est toujours très très présente chez Cameron, et c'est vrai que là c'est très beau de voir la manière dont il utilise une technologie qui touche directement au mouvement. C'est un changement de mouvement, de sensation du mouvement, de fluidification du mouvement, et il le fait à l'intérieur même des plans, c'est-à-dire qu'il ne le fait pas que par le montage, comme dans le premier, mais dans ce changement d'état, d'entrer dans l'élément liquide, ou dans l'air, d'ailleurs, parce que ça sert aussi les scènes de vol. Bref, tous ces moments d'apprentissage d'une nouvelle manière de se déplacer dans l'espace, et qui l'associe, et c'est ça qui est très beau dans ce nouveau film, à l'arrivée du regard des enfants, qui, eux, expérimentent donc une première fois, et c'est une nouvelle manière, en fait, d'appréhender cet univers que nous, on a déjà vécu en tant que spectateurs, mais cette fois, on va le redécouvrir à travers des enfants qui en plus ont différents âges. C'est ça qui est très, très intéressant dans ce nouveau film, c'est qu'il y a un tout petit, il y a des adolescents, et tous sont initiés simultanément, on va dire à des niveaux différents et sur des sujets différents, mais tous subissent une initiation simultanée, y compris le méchant. Et le film est beaucoup plus riche là-dessus que le précédent. Ouais. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que, ce qui est notable en tout cas, c'est que le film est une suite 13 ans après, et du fait de cette durée d'attente, on a un peu l'impression que c'est même une sorte de legacy-quel, de cette sorte de film qu'on a vu beaucoup ces dernières années, de Twin Peaks comme Star Wars, Matrix, ouais. ou de Star Wars exemplairement, avec le changement de génération. Il y a une nouvelle génération qui apparaît. D'ailleurs, le plus grand des enfants ne doit pas avoir beaucoup plus que 13 ans, donc c'est un peu comme si en temps réel on revenait à Pandora. Et de même, le film aussi a dans sa structure, adopte certains tropes du Legacy Quell, à savoir l'aspect un peu reboot, c'est-à-dire qu'il y a de nouveau une arrivée sur Pandora, avec un discours du grand méchant Miles Quaritch, désormais muté dans un corps de Navi par une espèce de transhumanisme un peu morbide, qui cite le discours du premier film, et puis Cameron rejoue aussi cette structure d'entrer dans la forêt d'abord de jour pour ne pas dévoiler tout de suite le Joker de la bioluminescence des espèces. Et ensuite il y a quelque chose d'assez étonnant et qui va avec ce que tu dis du personnage beaucoup plus complexe de l'antagoniste, qui est que dans cette nouvelle première fois, il y a la découverte de la famille de Jake Sully et de Neytiri du monde aquatique, qui est montrée en montage alterné avec la découverte des traditions Navi
par l'escouade militaire réincarnée. Ce qui pour le coup est une persistance du principe de montage du premier film, hein, dont on avait parlé longuement dans la table ronde qu'on avait faite en septembre. Donc ça on le voit encore à quelques endroits. Il y a aussi des logiques de raccord, hein, simplement entre des créatures, des barques, des choses comme ça, toujours de lier l'inanimé, des choses qui seraient a priori exogènes. C'est intéressant d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure sur la question de Titanic, sur la question du Terminator, sur la question, en fait c'est un peu le motif aquatique aussi qui permet de filmer cette bascule et qui a aussi cette idée qu'en fin de compte l'eau, comme l'image numérique chez Cameron, c'est une espèce de fontaine de jouvence. C'est une manière comme ça de ressusciter aussi ou de rajeunir. Là il y a aussi cette idée très belle qu'on a des personnages, des acteurs un peu âgés, hein, comme Sigourney Weaver ou le personnage de Stephen Lang donc, qui joue Miles Quaritch, qui sont rebootés eux-mêmes dans des nouveaux rôles et qui gardent en même temps une forme de persistance de leur ancienne forme. Donc ça, le film est assez passionnant, mais ce qu'il y a de vraiment nouveau quand même, c'est fondamentalement ce HFR, et de préciser que ça sert, en fin de compte, ça nourrit plus que ça sert une forme d'émotion que je trouve un peu extraordinaire. Parce que ce qui est très beau en fait, il faut appuyer sur cette question-là, c'est que certes il y a un peu une séparation entre le 24 images par seconde qui serait plus pour des scènes simples et intimistes, et puis le 48 images par seconde pour quelque chose de plus spectaculaire. Mais en fait, ce qu'il y a de plus spectaculaire au fond dans le film, et c'est des scènes très simples, mais qu'on ne voit presque jamais en fait dans les blockbusters de ces dernières années, qui consistent un peu à éprouver le monde en fait. Moi j'ai l'impression que c'est un grand film de sensations, et qu'au fond le déferlement technique de Cameron un peu imposant ne sert que à retrouver quelque part une certaine matière du monde, et tout va se jouer sur des questions de toucher, d'effleurement, de vent, notamment sur ce personnage secrètement central qui est Kiri, l'adolescente incarnée par Sigourney Weaver, voilà, qui évolue presque parallèlement au récit en fait, et qui va ne faire que ce soit sous l'eau ou sur Terre, aller à la rencontre de toutes les espèces un peu de Pandora. Et voilà, c'est cet aspect-là d'invention technique qui ne sert pas que des plans d'ensemble un peu impressionnants comme on en voit dans un peu tous les blockbusters, mais qui servent au fond plus de plans de coupe, mais vraiment aller rechercher la matière du monde. Et ça m'a fait un peu penser à l'usage des effets spéciaux que faisait par exemple Terrence Malick dans The Tree of Life ou Voyage of Time, qui aussi avait des créatures comme ça en CGI, mais dans une volonté de retrouver quelque part par la technologie une espèce de nature fondamentale du monde, et c'est là-dedans que c'est mouvant. C'est vrai que j'y ai pas pensé à Tree of Life, on en a discuté un peu après, mais par exemple la scène des dinosaures qui a été tant décriée, c'est vrai que c'est l'idée d'une première fois, c'est-à-dire presque la première manifestation d'une humanité. Il y aurait cette idée qu'en fin de compte les effets spéciaux et l'accroissement de la technicité de l'image numérique permettraient de remonter aux origines. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est très frappant là-dessus, pour citer vraiment des points, des scènes qui nous émeuvent et qui sont presque les plus spectaculaires. L'un des premiers plans, voire même peut-être le premier, je ne suis plus tout à fait sûr, en 48 images par seconde, c'est simplement des enfants qui jouent dans un ruisseau, et il y a une petite éclaboussure. C'est-à-dire qu'on voit vraiment, même pas une vaguelette, mais c'est-à-dire vraiment quelques gouttes d'eau, alors d'une part presque rendu organique par le HFR et le 48 images par seconde, mais en plus avec un volume, une forme vraiment de tridimensionnalité par la 3D. Et c'est très curieux parce que moi j'ai ressenti immédiatement une forme d'émotion presque primitive, qui remonte de loin, et je me suis dit, cette scène-là, en fait, j'ai vu plein de fois au cinéma, et pourtant j'ai l'impression de la voir comme pour la première fois. Et notamment en y repensant, en me disant, mais où est-ce que je l'aurais vu dans d'autres films ? M'est venu un parallèle qui va peut-être prêter à sourire, qui peut paraître étonnant, mais moi j'ai pensé à Tabou. Je pense à l'ouverture de Tabou, où on voit juste le film de Murnau. Le film de Murnau, donc tourné aussi avec co-réalisé Murnau et Flaherty, qui est le dernier film de Murnau, et qui nous montre au début juste une tribu avec des jeunes gens qui jouent, s'éclaboussent, nagent, sont près d'une cascade, ont une espèce d'euphorie et de synthèse parfaite avec un monde perdu. Et je pense qu'en fait c'est ça que veut faire Cameron fondamentalement, c'est retrouver un monde perdu. On pourrait se dire, mais pourquoi par exemple cette espèce de reconstitution complètement numérique, complètement techniquement faramineuse d'une forêt ? Pourquoi vraiment recréer en studio, par ordinateur, fondamentalement quelque chose d'aussi simple ? Parce qu'au fond, je pense que l'horizon de Cameron, c'est de retrouver cette chose primitive, exactement comme le Titanic, quelque chose qui serait perdu. Et là, le début du film est très clair, c'est-à-dire on a perdu la Terre.
On a perdu la Terre, quelque chose s'est complètement annihilé par l'accroissement technologique, et c'est paradoxalement par la technique qu'on va retrouver cette espèce d'énergie première, cette semence d'une certaine manière. Donc un état primitif, le film s'accorde complètement là-dessus, à l'émotion d'un enfant, l'émotion d'enfant, comme tu l'as dit très bien, même différente première fois, des premiers émois sentimentaux, les premières même balbutiements érotiques que peut avoir un adolescent. Enfin, tout ça, le film le montre très bien, et ces enjeux vont être au fond de nager, d'apprendre à nager, d'apprendre à regarder, d'apprendre à respirer. La scène étant peut-être la plus spectaculaire du film étant celle où il y a le premier plongeon dans la tribu aquatique, dans un récif qui entoure le village avec une eau parfaitement claire, et on accompagne vraiment en 48 images par seconde. Il y a un effet de dépaysement total, parce qu'en fait on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu des enfants nager sous l'eau en 48 images par seconde avec une netteté pareille, et moi j'ai l'impression je sais pas, je me souviens pas la première fois que j'ai plongé dans une piscine ou que sais-je, mais ça me procure un peu cette émotion-là, c'est-à-dire sentiment de découvrir quelque chose pour la première fois, et pourtant quelque chose de très familier, mais que je verrais comme si je ne l'avais jamais vu, ce qui est exemplairement quand même la phrase signature d'Avatar 1 et 2, c'est « je te vois ». Je te vois, alors qu'il y a même la toute fin du film, c'est un peu presque une forme de climax émotionnel. C'est vrai que oui, c'est donné à voir des choses qu'on connaît et qui pourtant sont très durs à restituer cinématographiquement. Et c'est là où il y a la magie finalement de l'alliance de l'alliage, je dirais, entre le HFR et l'eau. C'est vrai que ça, c'est tout bête, hein, mais c'était l'idée géniale. Et ça lui permet de pousser plus loin cette idée qu'il y avait dans le premier, dont on avait parlé dans la table ronde, à savoir que le film n'est jamais plus beau, le premier, quand il y a des contacts. Quand ils essaient de toucher une fleur, ou quand il y a un contact entre un corps numérique et un corps qui ne l'est pas, on va dire, et que ce contact fonctionne à l'écran et qui donne vraiment à ressentir la texture de la peau des navis, qui pourtant est totalement numérique. Et là, ça va encore plus loin. Oui, on voit des enfants qui nagent dans l'eau, et filmés de cette manière-là, avec cette fréquence d'image-là, on sent l'eau, on sent le plongeon dans l'eau, en fait. Et ce que je me disais, c'est qu'il y a une fausse piste. On aurait pu penser que Way of Water allait nous amener dans les profondeurs, comme il l'a fait avec Abyss, qui aurait cet attrait pour les profondeurs de l'eau. Mais non, c'est un film de surface. C'est un film sur le plongeon, sur le franchissement de l'eau. Et parmi les scènes les plus belles, comme vous le disiez, il y a cette histoire de plongeon, mais c'est presque le moment où les enfants plongent et traversent la surface. Il y a énormément de plans très, très classiques, hein, déjà vus, plein de fois, mais pourtant qu'on redécouvre là, qui sont les plans à ras de l'eau, où on voit sous l'eau et sur l'eau en même temps, et où là c'est vrai que c'est là qu'est le cœur du film, en fait. Ce moment où on hésite à plonger, ce moment où on ne sait pas trop si on est encore dehors ou dedans. Il y a même d'ailleurs tout cet apprentissage du père qui est sur une créature qui vole mais qui doit plonger. Il y a toujours cette histoire il va falloir apprendre à accepter de changer d'état, d'élément. Et oui, peut-être que on va dire le pivot central du film, en tant que le personnage qui fait pivot, c'est l'adolescent, qui est vraiment l'âge du changement de l'enfance à l'âge adulte, celui qui va se retrouver au cœur notamment de la fin du film, hein. Et donc s'il y avait un apprentissage quasiment enfantin dans le premier, là il y a quelque chose de l'adolescence, du changement d'état. Mais je crois surtout que ce qui est très beau dans ce film, c'est que voilà, ce qu'on disait, tous les personnages changent, et je voulais en arriver au père. Il y a quelque chose qui est très, très décrié, on entend à propos du film, qui est ce discours de « je suis le père, je protège la cellule familiale », qui est un schéma scénaristique, encore une fois, très connu des blockbusters hollywoodiens, du cinéma américain. Comme pour le premier, on critiquait ce côté du sauveur blanc, le côté danser avec les loups, etc. Là où je trouve que le deuxième est beaucoup plus réussi que le premier, c'est qu'il il cherche un trouble par rapport à ça, en fait. Le discours est là. Le père veut protéger sa famille, mais tout le film va se passer tout le temps au-dessus et en dessous de l'eau, de la même manière que tous les personnages vont hésiter entre deux postures, tout le temps, jusqu'à ce que la posture s'impose à eux, parfois de manière dramatique, tragique, mais en tout cas, les postures vont s'imposer les unes après les autres. Mais ce n'est pas tant les personnages eux-mêmes qui initient les changements, les personnages expérimentent, et au bout d'un moment, se trouvent, plus ou moins. Il y a certains personnages dont on comprend que leur destin va se jouer dans les prochains films, où on lance juste des perches. Mais on lance ça, et je trouve qu'il n'y avait pas du tout ça dans le premier. Le premier l'architecture était beaucoup plus solide, le récit était beaucoup plus cadenassé, on savait très bien où on allait, et finalement ça finissait presque en vase clos. Le deuxième ouvre. Alors il est plus fragile, il laisse plus d'espace, peut-être qu'il est plus flottant, quitte à faire un mauvais jeu de mots, mais il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert qui, en tout cas, moi, m'a beaucoup plus séduit, et qui se conjugue merveilleusement avec ce motif de l'eau, du flottement, d'apprendre à nager, d'apprendre à retenir sa respiration, à respirer différemment, à essayer plein de choses, et c'est toujours en rapport avec quelque chose de très tactile.
voilà, Cameron a ce talent, je trouve, de nourrir des récits, on va dire, vus et revus, de sensations très tactiles, grâce à une technologie qui pourtant n'a rien d'évident dans le côté tactile. Alors, ce qui est assez déroutant dans le film, et à la fois que je trouve magnifique, c'est que on pourrait dire d'une part c'est une forme de reboot d'Avatar, etc. Mais il y aurait presque une forme de double entrée dans le film, puisqu'il y a d'abord un retour à Pandora et à la jungle. Et d'ailleurs là j'ai l'impression vraiment qu'on a l'univers du premier film, mais véritablement exploité, notamment sur l'alliance HFR 3D. Enfin, je trouve ça merveilleux. On pourrait presque faire une ligne de partage un peu schématique, mais je pense qu'il y a quelque chose de vrai, à savoir que la 3D est vraiment faite pour la jungle, qui a une espèce de pure profondeur avec les lianes, les feuilles, etc. Tandis que le HFR serait davantage adapté aux scènes aquatiques et aux scènes aériennes aussi, je trouve magnifique, hein, notamment les premières. Ça c'est aussi magnifique, c'est-à-dire simplement on s'envole et tout d'un coup il y a 2 fois plus d'images. Ne serait-ce que ça, hein, cette espèce de sensation de dépaysement. Oui, il aboutit quelque chose qui était esquissé dans le premier et qui là trouve sa forme, quoi. C'est ça, et il reprend presque des... Enfin, moi je trouve notamment toute la scène d'action dans une espèce de semi-nuit avec l'éclipse sous la pluie, assez incroyable avec où les flèches surgissent de la pénombre dans le début. Puis il y aurait cette deuxième entrée en matière tout aussi magnifique dans le monde aquatique. Mais ça pose une question, c'est-à-dire, c'est quand même une forme d'équation impossible quand on y pense, hein. Moi, d'ailleurs, je suis sorti du film la première fois avec sensation d'étonnement de ce qu'essayait de faire Cameron, c'est-à-dire, il essaye à l'échelle d'un film de 3h10, qui est une suite d'un film sorti il y a 13 ans, de toucher un sentiment de la première fois. Ce qui est quand même une gageure, quoi. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu à la fois... C'est le problème est presque au sens scientifique du terme, c'est-à-dire c'est vraiment le problème auquel se coltine le film et qui en même temps d'une certaine manière pourrait être considéré comme sa limite, c'est-à-dire que moi je suis incapable de savoir à la fin du film où peut ensuite aller Cameron. Et d'ailleurs le dernier plan a quelque chose de répété. Alors je trouve la dernière scène, on en parlera peut-être, en fait je trouve la dernière scène vraiment bouleversante et très très belle, mais ce tout dernier plan qui rejoue le mouvement du premier, qui donc actait la maturation d'un regard et montrait vraiment juste un regard caméra avec des yeux qui s'ouvrent et le personnage de Jake Sully qui prend pleinement possession de son corps de Na'vi. Là, le plan se répète, on pourrait dire de manière un peu artificielle, c'est-à-dire d'autant plus que le père n'est plus du tout le pivot, tu le dis très bien. Justement, et d'autant plus artificiel que ça voudrait dire que ça y est... le choix du père est fait, alors que le film traduit au contraire un trouble qui grandit et un doute sur le rôle qu'il a à jouer. Ne serait-ce que dans la construction des scènes, c'est vrai qu'en fait, presque le schéma narratif qui va se répéter 2 ou 3 fois, c'est les adolescents font quelque chose derrière le dos des parents et les parents rattrapent le coup, ils ont un temps de retard. C'est-à-dire que ça ne se fait pas seulement au-dessus ou en dessous de la surface, ça se fait aussi derrière le dos. C'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis. En fait, les enfants sont en premier, les parents sont en retard et l'antagoniste est encore plus en retard puisque lui est en train d'apprendre ce que les autres apprenaient dans le premier film. Épaulé par il y a différents niveaux, exactement. Voilà, et il y aurait cette idée en plus que la fin où les 3 adolescents sauvent chacun séparément leurs parents. Kiri sauve sa mère et sa petite fille, je ne sais plus son nom, Loak sauve son père, et Spider sauve aussi son père dans moi je trouve une des scènes les plus troublantes quand il ne peut pas s'empêcher de le laisser sur le rocher, mais il plonge tout de même. Enfin, on sent un personnage vraiment torturé et que Cameron laisse torturer jusqu'à la fin. Moi, c'est ce que je trouve assez beau dans le film, c'est qu'il y a un côté que j'aime bien qui est celui du blockbuster vraiment candide et naïf, et avec ça s'accompagne d'émotions très primitives, très, très fortes, liées à effectivement un peu des clichés du cinéma américain sur la famille, mais que Cameron explore. Et le versant disons sombre de ça, c'est qu'avec l'idée d'un blockbuster un peu naïf, il y a aussi, je trouve, une forme de grande violence qui peut s'établir avec des personnages qui meurent réellement, avec des scènes d'action qui peuvent être violentes et dont Cameron ne détourne pas le regard de la violence infligée à certains personnages, jusqu'aux rencontres avec les baleines qui sont assez centrales au film. Voilà, c'est un peu la grande nouvelle espèce du film, cette espèce de baleine qui s'appelle le Tulkun, et cette espèce de rencontre presque philosophique entre le regard d'un adolescent et le regard d'une baleine, qui est une forme de planète à l'intérieur de la planète, et qui, moi, encore une image, tu parlais d'une image étrange qui surgissait en toi en parlant de tabou. Moi, j'ai pas pu ne pas penser aux harmonies Werkmeister de Bellatar, qui montre vraiment, qui est concentré comme une cosmogonie, comme une constellation autour d'un œil d'une baleine,
Et là, il y a un peu ça dans le film, c'est-à-dire il y a une sorte de mystère fondamental, presque animiste autour de la baleine dans le film. Et d'ailleurs, tu parlais de on ne sait pas ce qu'il y aura après. Il y a une sorte d'indice très étrange laissé dans le film en son cœur, qui est sur cette espèce de substance prélevée du cerveau de la baleine qui permettrait d'allonger la vie sur Terre. Stopper le vieillissement. De stopper le vieillissement. Oui, c'est lâché comme surgit, ça, ouais, comme d'un un seul coup, élément très série B au milieu du film. Et j'imagine que ça aura son importance dans les suites, mais c'est assez étonnant. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'en fait il y a des éléments qu'on pourrait associer à l'imaginaire peut-être limité de Cameron, c'est-à-dire quelque chose qui lui est d'ailleurs beaucoup reproché, son imaginaire patriarcal. Moi, ce que je pouvais aussi un peu reprocher au premier film, c'est-à-dire une vision un peu connectée de cet espace organique qu'est Pandora. Et puis plus globalement, alors moi ça m'étonne un peu qu'on le reproche à ce film-là, parce que à mon avis ça a toujours été là, c'est-à-dire le côté un peu bidasse, le côté martial aussi. Hein. Oui, puis c'est plus interrogé dans celui-là que dans d'autres genres. J'irais même au-delà. En fait, je pense qu'on peut prendre même très au sérieux des choses qui peuvent prêter à sourire. C'est-à-dire par exemple cette substance, en fait c'est l'horizon numérique du cinéma de Cameron. Et même cette phrase qui peut paraître extrêmement caricaturale et datée, hein, le rôle d'un père c'est de protéger sa famille. Qu'est-ce que veut protéger au fond le personnage de Jake Sully? Il veut protéger l'innocence, il veut protéger l'enfance. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut pas vraiment raconter la fin pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais il y a quelque chose de magnifique, c'est-à-dire qu'on voit un personnage qui est mort et on le voit à la fois comme il était mort et à la fois comme on l'a vu pour la première fois, c'est-à-dire comme un enfant dans un ruisseau, et que c'est l'image qu'on préserve, et qu'il y a une autre scène aussi avec le personnage et l'image qu'on préserve est changeante. C'est ça qui est très beau aussi, c'est qu'on le retrouve enfant, puis on le retrouve dans un autre état, c'est-à-dire que on le voit sous plein d'états différents parce qu'il est dans une forme constamment changeante, et c'est ça que Cameron cherche à saisir, c'est que tout change tout le temps, et comment on se redéfinit dans ce changement de forme permanent, que ce soit le vieillissement, de passer de l'air à l'eau, de la jungle au bord de mer, etc. Et aussi, tu as raison, hein, totalement, quand tu dis c'est un père qui cherche à protéger sa famille de quoi? C'est quand même peut-être le premier film de Cameron, en tout cas j'ai pas vraiment d'autres exemples, où un personnage cherche autant à fuir la guerre pour préserver une famille, c'est-à-dire dans ce qu'elle a de plus banal, à savoir laisser les enfants jouer dans l'eau. Et en même temps, c'est Terminator 2 de nouveau. Hein. C'est ce que Terminator 2 faisait, mais de manière moins claire. Et j'ai l'impression que ce film-là, Avatar 2, clarifie énormément tout un aspect de Cameron qui justement n'est pas forcément son imaginaire militaire, qui est là, hein, mais il clarifie autre chose de Cameron. C'est ça qui est très beau dans ce film, je trouve, qui était là, mais qui est peut-être devenu central dans Avatar 2. Ouais. Non, mais je pense que c'est une bonne conclusion, même s'il y aurait forcément encore beaucoup de choses à dire sur ce film très riche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je remercie aussi Étienne Cimetière-Cano, qui est notre réalisateur fétiche d'Atari. À bientôt pour un nouvel épisode.